Ce livre, Vers un choc global à mondialisation dangereuse, une nouvelle édition revue augmentée de 150 pages, due à Alexandre Delval et à Jacques Sopelsa, avec la guerre russo-ukrainienne, la Chine, les tensions à Taïwan, l'islamisme radical, les défis éco-énergétiques, le déclassement de l'Occident, toutes choses qui nous occupent et qui font un cocktail absolument explosif aujourd'hui. C'est le cas de le dire, Alexandre Delval. Alors nous vivons quelque chose, c'est un peu la suite, c'est-à-dire c'est cette accumulation comme ça qui commence à devenir presque explosion, je dirais. C'est une explosion. Vous savez, le pape a utilisé une expression très intéressante. Pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Le pape actuel, Terza Guerra Mondiale a pezzi. Ça veut dire la troisième guerre mondiale en morceaux. Ce qui est en train de se passer, c'est pas une troisième guerre mondiale, c'est pas encore le choc global. C'est pour ça que nous avons mis dans notre livre Vers un choc global. Mais ce sont plein de foyers qui s'allument et qui sont interconnectés. L'Azerbaïdjan n'aurait pas pu faire sa purification ethnique des Arméniens s'il n'y avait pas la fenêtre de tir de la concentration de l'Occident contre l'ennemi russe. Or, les Arméniens étant alliés aux Russes, mais ils ont été abandonnés, ils étaient dans le mauvais camp. Gaza profite tant aux Iraniens, qui à mon avis ne sont pas derrière l'attentat, mais ça peut leur profiter, mais ça profite beaucoup aux Russes aussi. Mais ça ne veut pas dire, contrairement aux esprits complotistes ou manichéens, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont à l'origine. Parce que comme ça profite bien sûr un petit peu à la Russie, on a plein de gens qui nous disent c'est forcément les commandos russes qui sont allés aider Gaza. Vous savez, Gaza n'ont pas besoin de Wagner, ils sont très 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 aguerris depuis des années. Donc en fait, ce sont des conflits différents, avec des agendas différents, qui éclatent en même temps et qui sont interconnectés, où l'un sert à instrumentaliser l'agenda de l'autre. C'est ça qui est plutôt en train de se passer, d'où l'expression heureuse du pape. Du pape. Alors justement, est-ce qu'il ne s'agit pas, y compris cette guerre du Proche-Orient qu'elle nous assistons, enfin, un des énièmes épisodes sanglants de cette guerre au Proche-Orient, est-ce que ce n'est pas aussi, justement, il revient des guerres par procuration que se livrent quand même, justement, sans avoir besoin d'envoyer Wagner, les grandes puissances ou un certain nombre de grandes puissances, y compris les puissances émergentes? Alors, il y a des guerres par procuration. Au Liban, on l'a vu pendant très longtemps. Pour Gaza, moi je soutiens une thèse un peu nouvelle, c'est que le Hamas a une énorme autonomie. J'en veux pour preuve que pendant la guerre syrienne, le Hamas, pendant plusieurs années, était contre l'axe de la résistance, comme disent les Syriens, les Libanais, les Iraniens. Le Hamas était du côté des rebelles anti-Bachar. Alors que le Hamas, si le Hamas était l'instrument pur de l'Iran, il aurait été obligé d'obéir. Or, il y a eu une expulsion de son chef, qui habite au Qatar, Ismail Haniyeh, et il a fallu attendre 2022 pour que le Hamas se rabiboche avec l'axe iranien, ou Hezbollah iranien, syrien. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le croit. Deuxièmement, j'ai révisé ma copie. Ce n'est pas uniquement l'Iran qui finance le Hamas. Le Hamas a un autofinancement. Comme le Hezbollah international, il y a des connexions dans le monde entier. Trafic de cocaïne, taxes prélevées, fidèles qui donnent de l'argent dans les associations des frères musulmans. Dans le monde entier. Dans le monde entier, y compris aux États-Unis, y compris en France. Le Hamas collecte de l'argent, sans parler de ce que donne le Qatar de manière indirecte, avec le European Trust qui finance les frères musulmans en Europe, le don des fidèles, les financements, les trafics, les taxes locales. En fait, le Hamas a une véritable autonomie de pensée, on l'a vu puisqu'il l'a prouvé contre la Syrie et l'Iran, en n'étant pas d'accord pendant la guerre syrienne. Il a aussi une autonomie de finance et aussi, personne ne rappelle quelque chose, le génie de l'islamisme, c'est de nous faire croire qu'il risque de perdre un territoire alors qu'il est en train de gagner des esprits. Nous avons un chapitre entier dans ce livre. L'ancien porte-parole de Daesh l'avait dit. On a perdu des territoires en Irak. Vous croyez qu'on est vaincu? Non, parce que le mot charia et le mot califat progressent chaque jour, à chaque fois que nous faisons des attentats, ou que nous perdons, que nous gagnons. Vous parlez du califat, vous parlez. C'est une publicité en direct. Le Hamas vise en fait de séduire les Cisjordaniens. Le Hamas va perdre Gaza peut-être, mais il est en train de faire un raz-de-marée dans les esprits des Cisjordaniens, qui est un volume plus important. À long terme, il n'est pas certain que le Hamas ait été commandité par quelqu'un. Il a une action propre, il a des financements propres et il a prouvé son indépendance par rapport à l'axe Irano-Hezbollah, et son agenda propre a consisté également aussi, et ça a été génial, en quelques jours, ils ont fait empêcher l'Arabie Saoudite de signer avec Israël, et ils ont fait capoter en partie les accords d'Abraham. En tout cas, ils les ont rendus illégitimes pour la rue arabe, même si la rue arabe n'existe pas, bien sûr, elle est plurielle. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite, on continue avec Alexandre Delval. Et avec vous aussi au 0826 300 300. On prend toutes vos questions et vos interrogations. À tout de suite. C'est très bien.
Alors, vers un choc global avec un point d'interrogation, Alexandre Delval, le livre que vous avez écrit avec Jacques Sopelsa, un livre passionnant, vraiment, il faut le lire. En plus, avec tout ce qui a été ajouté depuis. Et ce paysage de guerre, d'ailleurs, il est hélas tristement prémonitoire, ou en tout cas très présent. Juste un mot, par rapport, il y a eu le sommet arabe, où on a vu qu'il y avait, en tout cas, un renforcement, c'était voulu un renforcement des sanctions contre Israël, évidemment. Et il y a eu un certain nombre de pays comme le Maroc, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, qui ont dit non, donc ça n'a pas été adopté. Donc les choses sont plus compliquées encore. Hein. Oui, les choses sont très compliquées. Déjà, la rue arabe, ça n'existe pas. Il y a des rues arabes, même s'il y a une dominante en ce moment en faveur de la Palestine. L'Arabie Saoudite va signer avec Israël un jour ou l'autre, sauf si vraiment ça dégénérait. Mais je pense que les choses sont beaucoup plus contenues qu'on le croit. Moi, j'ai beaucoup plus peur du côté de l'Asie, Taïwan, Chine, et du côté de l'Ukraine. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que là, on a affaire à des pays nucléaires. L'Iran ne l'est pas encore, même s'il y a des pays du seuil. On a un chapitre entier là-dessus. Et tous les accords de désarmement, Sopelsa, mon co-auteur, et spécialiste justement du nucléaire et de la guerre froide, tous les accords de désarmement, de limitation des armements, d'interdiction des essais nucléaires ou balistiques, etc., ou de prolifération ou de dissémination, tous ces accords conventionnels ou nucléaires ou balistiques ont été annulés par George Bush dans les années 2000, au nom de la doctrine unilatérale. Et on accuse aujourd'hui la Russie de sortir, par exemple, du traité d'interdiction des essais nucléaires, mais l'Amérique ne l'a jamais ratifié, même pas signé. Les Russes l'avaient signé et ratifié. Ils en sont sortis parce qu'ils prennent acte que l'Amérique monte toujours d'un cran dans la volonté de déclasser les Russes. Les Russes sont obligés de s'adapter, d'où l'hypersonique, d'où un certain nombre de concentrations de leur armée dans ce qui est ultra stratégique pour garder la parité, au moins d'un point de vue nucléaire. Le conventionnel s'améliore aussi. Et tout ça, c'est très dangereux. Mais ça a été commencé, je dis pas, faut accuser l'Amérique. Mais c'est pas l'Amérique. Les néoconservateurs qui étaient peu préparés, c'était des gens qui n'avaient pas fait l'armée, les Rumsfeld, les compagnies, les Dick Cheney, c'était des ultra-guerriers, vous savez, c'était des anciens idéalistes gauchistes, devenus tout à coup droitistes, interventionnistes, qui n'avaient pas fait l'armée et qui étaient guerriers. Démembrer l'URSS. Démembrer l'URSS. Ils ont même produit une carte du démembrement du Moyen-Orient avec un découpage de plusieurs pays en morceaux, ce qui nous a mis la Turquie à dos, parce qu'il y avait l'idée de faire surgir un Kurdistan, ce qui a rendu les Turcs hystériques, ce qui a rendu la plupart des pays arabes et musulmans de la région hystériques, parce qu'on voulait en gros couper en morceaux leur pays, de même que ces néocons, ils rêveraient d'avoir plusieurs Russies. Il est certain que quand vous voyez les cartes proposées par les néocons dans les années 2000, ça a totalement déstabilisé le monde, notamment avec la guerre en Irak, mais pas que. Et aujourd'hui, l'Occident qui dénonce la Russie comme quoi elle viole le droit international, puissance révisionniste, comme la Chine qui voudrait aussi manger un peu du territoire maritime de ses voisins, comme la Turquie, puissance révisionniste qui veut grignoter aussi le territoire maritime de ses voisins. Le problème, c'est que bien entendu que c'est inadmissible. Mais l'Occident a donné l'exemple en lui-même, surtout les États-Unis, en détournant des résolutions de l'ONU, comme en Libye, ou en faisant des guerres totalement refusées, ex-Yougoslavie ou Irak 2, 2003, refusées par l'ONU. L'ONU avait des plans alternatifs à la guerre et les Américains ont préféré la guerre à des résolutions onusiennes. Et on révisait même les frontières installées, on l'a vu au Kosovo, et ils ont voulu essayer de faire pareil aussi en Irak. Alors justement, Alexandre Delval, parlons un peu de Russie-Ukraine. Vous voyez, depuis un an et demi, en écoutant un certain nombre de chaînes d'information continue et tout le monde, c'était la Russie subissait échec pour échec, les Ukrainiens gagnaient, la contre-offensive allait être triomphale, etc. Et aujourd'hui, où on en est vraiment? Parce que, est-ce que c'est plié aujourd'hui? Alors, c'est pas plié. Ce n'était pas plus plié en faveur des Ukrainiens, comme le disait LCI, Radio Ukraine tous les soirs, qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont tous un peu pessimistes. J'ai vu maintenant LCI, c'est finalement, on est abandonné, il y a des divisions, les Russes sont en train de reprendre de la force. C'est pas non plus la certitude. Les Russes n'ont pas gagné. Les Russes n'ont pas gagné non plus. On passe d'un extrême à l'autre. Même dans cette chaîne, ça m'a étonné, on est passé d'un extrême à l'autre en 24 heures. Non, en fait, une guerre, on a vu en Syrie, par exemple, les Russes avaient perdu Alep, ils ont remis 2 ans à la reprendre. Ce sont des guerres qu'il faut analyser sur, à mon avis, des cycles de 5 ans. Sauf que les Russes, quand même, sont plus puissants du point de vue effectif, du point de vue... Tout dépend si les Occidentaux veulent mettre le paquet. Si les Occidentaux donnent à l'Ukraine une capacité de casser le monopole russe du ciel,
alors là, ça changera la donne. Tout dépend s'ils envoient quelques avions ou beaucoup. Et s'ils envoient beaucoup de systèmes antiaériens ou pas. Apparemment, juste, Alexandre Delval, pour parler de ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils disent, il faut aider Israël, il faut aider l'Ukraine. Apparemment. Alors, est-ce que c'est vrai, le géopolitologue que vous êtes, et on dit, mais l'Amérique, actuellement, bien sûr que la planche à billets peut fonctionner, mais enfin, les armes, etc., on dit que ça a été très réduit. Enfin, le potentiel et la marge de manœuvre américaine est très réduite. Elle est réduite, mais il y a l'État profond. Rappelez-vous, Trump n'a rien pu faire de ce qu'il voulait faire. L'État profond, il est lié aussi à des grandes multinationales. Ça, c'est structurel. Et ces grandes multinationales ont acheté 43% des céréales ukrainiennes. Ils ne peuvent pas se permettre de 43%. Perdre. 43% des céréales ukrainiennes ont été bradées par Zelensky depuis quelques années aux grandes entreprises américaines comme BlackRock. C'est pas du complotisme, c'est officiel. BlackRock, Blackstone, les grands consortiums américains. On a aussi Westinghouse, la société de nucléaire civile américaine qui est en train de marcher sur les plates-bandes de Rosatom en essayant de nucléariser au niveau civil l'Ukraine. Donc il y a des enjeux énergétiques d'un point de vue hydroélectrique, d'un point de vue gaz, on a découvert plein de gaz offshore en mer Noire. On a des enjeux aussi sur le gaz et le pétrole en général, sur l'industrie de l'armement qui est en Ukraine, sur les céréales. Ça fait beaucoup. Donc les Américains sont énormes en Ukraine. Énormes, notamment l'exportation de céréales, c'est extrêmement stratégique. Les céréales, c'est comme l'or noir, voire peut-être mieux, parce que on mange. Il y a des gens qui ne mangent que par rapport à des céréales. Et donc l'Amérique acceptera-t-elle que les Russes fassent une percée jusqu'à Odessa? C'est justement ce que j'ai dit dans mon livre. C'est la grande énigme. Et c'est là qu'on peut passer à un niveau supérieur de dangerosité et de conflictualité. Si on s'accroche à Odessa alors que les Russes y arrivent, alors là, on ira très loin pour garder Odessa, parce qu'on ne peut pas se permettre, quand je dis on, pas moi, mais les stratèges occidentaux ne veulent pas se permettre de perdre un accès à la mer Noire. Ils ne veulent pas que la mer Noire soit uniquement russo-turque. Sauf si, en tout cas, c'est une spéculation passionnante, c'est vrai. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Toujours avec Alexandre Delval. Toujours avec Alexandre Delval et avec vous au 0826 300 300. On prend tous vos appels. À tout de suite. En parcourant ce livre vers un choc global, Alexandre Delval, on parlait justement de ce concept très intéressant, même essentiel, la différence entre la destinée partagée défendue par les Chinois et la destinée unique, la destinée défendue par les Américains. Qu'est-ce que ça veut dire destinée partagée? Et pourquoi les Chinois le mettent en avant? À mon avis, c'est un clin d'œil et une attaque directement contre... Vous savez que l'impérialisme américain, parfois très sincère des démocrates comme de néocons, est fondé sur une grande représentation, nous on appelle ça représentation géopolitique, c'est l'expression manifest destiny. Les Américains auraient une destinée manifeste pour toute l'humanité, ce qui est bon pour eux, voilà, pour guider le monde, puisque c'est la nouvelle sion que Dieu aurait donnée au nouveau peuple hébreu que seraient les pasteurs protestants, les Pilgrim Fathers. Ils auraient une destinée manifeste, en gros unilatérale et universaliste. Les Chinois disent non. Nous, notre destinée, elle est partagée. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un universalisme qui devrait s'imposer à tous. Nous, on est confucéens marxistes. Mais si vous êtes musulman, pas de problème tant que vous venez pas sur nos plates-bandes. Si vous êtes universaliste, LGBTiste, pas de problème si vous nous polluez pas avec ça. Si vous êtes hindouiste, pas de problème si mais vous restez dans votre sphère privée. Et ça, c'est très asiatique. Les hindouistes, les bouddhistes, les confucéens, les shintoïstes, les japonais, les chinois, l'Asie, elle est anti-universaliste puisqu'elle est pour le pluralisme et c'est lié en fait au polythéisme. Tandis que nous partageons en commun avec l'islamisme cette idée d'unipolarité. Le monothéisme. Ou de monothéisme ou de moniste, comme dirait Léo Strauss ou d'autres philosophes, le monisme. Et même Karl Popper a parlé de monisme comme source du totalitarisme. Quand vous êtes moniste, que vous pensez que votre vérité est bonne pour tout le monde, vous êtes forcément en conflit avec les autres. Alors, certes, pour de belles idées, c'est vrai que nous, quand on bombarde l'Irak contre Daesh dans les années de 2015-2017, on bombarde des civils pour leur bien. Nous, on a inventé les bombardements humanitaires. C'était une expression de Kouchner pendant la guerre du Kosovo. Mais ceux qui reçoivent des bombes, ça fait pas un djihadiste de moins, comme disait le général Petraeus, ça fait 4 djihadistes de plus. Et c'est le génie du Hamas, comme d'Al-Qaïda, comme de Daesh. Je provoque l'autre. Moi, je me fiche de la vie humaine. Je sais qu'il va
perpétrer un carnage. Ils se fichent de la vie humaine puisque c'est la mort. Oui, c'est quand même eux les premiers responsables puisqu'ils mettent des boucliers humains, ils se fichent de la vie humaine, mais ils pensent que l'autre va tomber dans l'erreur. C'est ce que Abou Bakr Nagy appelle la stratégie du chaos ou management de la barbarie. Je provoque l'autre pour qu'il vienne me massacrer parce que je vais perdre des territoires, mais je vais gagner des esprits. Et c'est vrai, c'est le sel des martyrs, comme c'est écrit dans la Bible des chrétiens, ou dans l'Évangile. Le martyr est le sel de la terre, pardon, même si c'est pas comparable, parce que chez les chrétiens, c'est plutôt gentil, c'est soi-même qui mourront, on tue pas. Mais le point commun, c'est que si on suscite des martyrs en obligeant l'autre à faire des représailles dites disproportionnées, comme disait Zineb, eh bien, je vais gagner des cœurs. Je vais perdre un village, un territoire, momentanément, un gouvernement, mais je vais gagner. Regardez le nombre de cœurs rien qu'en Tunisie. Un pays qui persécute les frères musulmans, mais qui fait l'apologie du Hamas, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils ont mis en porte-à-faux plein de peuples. C'est d'un cynisme absolu, leur calcul. C'est d'un cynisme absolu, mais en géopolitique, malheureusement, on se rend compte que... c'est pas la morale qui joue. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La morale, comme dit Machiavel, la virtu, ce n'est pas la morale du bien et du mal, c'est la morale de l'efficacité. On rejoint la morale de l'efficacité des Chinois, qui sont à fond dans ce pragmatisme. Et les Chinois nous donnent une leçon de non-universalisme, de non-cosmopolitisme et d'efficacité absolue, de pragmatisme, qui nous met en porte-à-faux totalement, parce que nous, les Européens, en fait, on est les dindons de la farce, l'OJNI, l'objet géopolitique non identifié, on est les seuls à appliquer les lois contraignantes qui nous brident. Les Américains aident leurs entreprises de manière indirecte, mais eux, ils nous font condamner quand ça les arrange avec les lois extraterritoriales, mais mieux, l'Europe condamne les entreprises qui font des consortiums qui risqueraient de nuire à la concurrence américaine. C'est extraordinaire. Et donc, c'est d'un masochisme organisé, ça. Je pense, moi j'ai vraiment une thèse, je pense que l'Europe est ethnomasochiste parce que elle n'arrive pas à se pardonner elle-même l'horreur, et c'est vrai, de la Seconde Guerre mondiale, mais l'imbécilité de ce suicide rédempteur, c'est de croire que nous sommes tous responsables de ce que tous les Blancs ont fait à un certain moment. Bien sûr que non, c'est fou. Mais malheureusement, il y a une sorte... Ça, c'est un peu l'école de Francfort qui a utilisé ça. En gros, l'école de Francfort, les milieux trotskistes et tous les milieux mondialistes, qu'ils soient gauchistes ou qu'ils soient des multinationales, tous ceux qui ont intérêt à détruire les frontières, ont voulu faire croire que si vous êtes un peu identitaire, un peu national, vous êtes déjà un pas vers la réduction ad Hitlerum, vers l'horreur de la bête immonde. Oui, mais ce que vous dites, Alexandre Delval, c'est très intéressant. C'est l'alliance objective, pour parler en terminologie marxiste, de la racaille, disons, des gauchistes, et d'un certain patronat mondialiste qui ne veut surtout pas qu'il y ait des frontières, qui se fout des frontières. Alors, j'avais repris votre expression, les racailles d'en haut. Ma femme m'a grondé, elle m'a dit, c'est pas très diplomate, mais c'est tellement vrai. Alors, on pourrait dire, oui, ceux qui en haut n'ont pas intérêt à appliquer le droit, ils n'aiment pas les juges, ils préfèrent remplacer par des arbitres, qui sont les arbitres souvent des grandes multinationales. C'est le traité atlantique, on l'avait vu, et ça c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a une convergence de vues entre les mondialistes financiers qui veulent des économies d'échelle toujours plus grandes, avec un homme unidimensionnel, comme dirait Marcuse, qui va consommer la même chose. Pour qui consomme la même chose, il ne faut pas qu'il y ait de différence de sexe, de taille, de couleur, c'est un peu Michael Jackson. C'est un homme qui choisit sa couleur comme il choisit son sexe, comme si c'était si facile que ça. En fait, il faut être drogué aux hormones ou à des produits toute sa vie, et on a vu comment a fini Michael Jackson, et on a vu le nombre de gens qui se font opérer et qui ensuite ont des traumatismes horribles, et avec des thérapies qui peuvent même provoquer des cancers, parce que les hormones, c'est pas anodin. On nous fait croire que tout ça est anodin, on peut tout choisir. L'idée, c'est de structurer, de déstructurer tout ce qui est traditionnel ou naturel, et que tout ne serait que culturel et que choix. En fait, c'est l'hyper-souveraineté de l'individu qui va à l'encontre de la souveraineté collective. C'est pour ça que l'Occident n'est plus capable de politique de civilisation. Il a renoncé à toute identité, puisqu'on nous a dit que l'identité était suspecte, dangereuse, et il a renoncé à tout ce qui sépare ou qui met une différence entre l'un et l'autre. La frontière est un instrument de torture, l'a dit un jour un politique. Alors que les États émergents, Alexandre Delval, n'ont pas du tout cette... C'est la thèse de ce livre. Pendant que nous abaissons la garde et nous disons l'identité est horrible, surtout la nôtre, les autres sont très fiers d'être
identitaire. Regardez sur Internet, il y a une vidéo de jeunes étudiants juifs américains qui se moquent un peu de certains wokistes. Ils sont habillés en wokistes, très tolérants, cheveux orange et unisex. Ouais. Et ils disent à un djihadiste du Hamas, nous t'aimons bien, on a le même combat, on est LGBTQH comme Hamas. Et le Hamas lui dit, oui, on va venir vous détruire. Et l'autre continue, mais nous, que c'est délicieux, c'est inclusif. C'est inclusif, mais vous êtes charmant dans votre humour. Et l'autre continue à lui dire, ah non, mais on va vous massacrer, parce que vous êtes des dégénérés, on va vous massacrer. Et l'autre répond, ah non, mais nous, on vous aime beaucoup, l'important, c'est qu'on soit unis contre l'homme blanc, occidental, judéo-chrétien, hétérosexuel. C'est un peu ça ce qui se passe, c'est de l'humour. Ces jeunes étudiants un peu exagérés. Mais malheureusement, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Mais pas les Américains, qui n'en sont pas dupes, qui ont un peu lancé ce virus pour justifier leur impérialisme. Mais en fait, leur universalisme cache une volonté de puissance. Ils ont une vraie volonté de puissance. Ils ont un drapeau dont ils sont fiers et ils nous gavent avec ça dans tous leurs séries, leurs films. Et les Anglais, pareil avec James Bond. Mais il y a que les Européens non anglo-saxons qui culpabilisent de leur drapeau, qui pensent que leur drapeau est absolument horrible, infréquentable, alors que finalement, le drapeau anglais est-il moins colonial que le drapeau français? Moi, je pose la question à mes étudiants qui ont tous des drapeaux anglais ou des drapeaux américains, je leur dis, le drapeau français, il est vraiment si horrible que ça? Il a fait moins de guerres, plus de meurtres que les drapeaux des plus grands impérialistes depuis 2 siècles. Et là, ils me répondent pas. En fait, ils sont victimes d'un matraquage, de la publicité, des modes, parce que l'histoire appartient à ceux qui créent des modes, ceux qui créent des trous noirs sémantiques. Et en fait, c'est extraordinaire parce que l'Europe aujourd'hui, j'espère que ça va bouger, mais l'Europe aujourd'hui joue le rôle, je m'efface donc je suis. Ce n'est plus je pense donc je suis. Oui, et c'est rédempteur. En gros, je suis tellement horrible, j'ai intégré en moi quelque chose de très peu chrétien. On croit que c'est judéo-chrétien la culpabilité. Mais dans le christianisme et le pardon, dans la culpabilité éternelle que veulent nous faire endosser les wokistes, il n'y a pas de pardon. L'homme blanc doit s'agenouiller à chaque cours quand il fait un cours. Un professeur en Amérique dans ses universités, il doit demander pardon parce qu'il va citer plus d'un auteur blanc. Il doit s'excuser. Et même souvent, on l'empêche de faire cours et on le dit, tu as cité 2 auteurs blancs, ça suffit, c'en est trop, démission. Alors il s'excuse. Non, ça suffit pas de s'excuser, démissionner. Donc c'est vraiment m'effacer pour me faire pardonner. Je suis tellement horrible que je dois disparaître. C'est un petit peu comme, le savez, le malade dépressif en stade final. Il se dit, je suis en dissonance cognitive, j'existe, mais je ne m'aime pas. Bon, pour être cohérent, je me tue. Élimine-moi. Et donc l'Europe dit en gros, élimine-moi. Et comment elle s'élimine ? En faisant venir ceux qui la détestent. Je m'excuse, je sais que c'est la psychologie un peu à 2 balles géopolitique, c'est la psycho-géopolitique, mais je suis persuadé. De même, l'acte antisémite manqué de l'Europe, c'est de faire venir des populations qui détestent les Juifs. Si l'Europe était vraiment si judéophile, comme elle le dit constamment, ferait-elle venir depuis 40 ans des populations dont on sait qu'ils sont abreuvés par la haine du Juif? Il n'y a pas une grande cohérence dans tout cela. Christianophobe aussi, Et christianophobe, je l'ai dit dans un tweet d'ailleurs. On fait venir des populations, et je leur en veux pas, ces populations, c'est les valeurs qu'on leur a inculquées. On fait venir des gens qui globalement considèrent le Juif et le chrétien comme des inférieurs. Dans le Coran, c'est halal dhimma, c'est-à-dire le Juif et le chrétien n'est toléré que quand il baisse les yeux. Rouh Hashmel, il marche à gauche, il doit être soumis, il paye une taxe, la jizya, il doit être humilié, dans la sourate 9, c'est clair, Sariroun, ils doivent être humiliés. À cette condition, celui-là est toléré. Alors imaginez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est abreuvé à la charia et qui a comme patron un juif ou un chrétien. Mais c'est pas pour le justifier, mais mettez-vous, c'est une souffrance pour lui, parce qu'on lui a appris que jamais un infidèle doit être le patron. Alors encore pire si c'est un hindouiste polythéiste. Donc c'est vrai, depuis 40 ans, tout a été fait pour que le chaos s'installe dans nos sociétés, alors qu'avec une immigration choisie, parce que vous et moi on est issus de l'immigration, avec une immigration choisie, on aurait pu très bien gérer une magnifique immigration si on l'avait en plus intégrée. Parce que non seulement on a fait venir des gens qui n'ont pas nos valeurs, toutes les communautés, mais on n'a pas cherché à les intégrer, alors que moi je travaille avec des musulmans raisonnables, patriotes, on aurait pu en plus intégrer des gens en mettant le paquet sur les valeurs. On ne l'a même pas fait. On a donné à nos musulmans, on a donné aux imams en pâture notre immigration musulmane, et c'est le résultat de ces manifestations-là anti-juives, parce qu'on inculque dans nos mosquées en France, dans de nombreuses mosquées en France, j'en ai calculé à peu près 800 qu'on devrait interdire, c'est pas 3 qu'aurait dû interdire le gouvernement, c'est à peu près 800. Il y a à peu près 800 mosquées qui dépendent du Miligülüş turc, ou qui dépendent des frères musulmans, ou qui
dépendent d'organisations comme le Tabligh, qui ont globalement une idéologie totalitaire, anti-juive, anti-chrétienne, anti-mécréante, et qui ont une valorisation de l'inégalité et de la violence du djihad dans les traités de Muslim, Bukhari, etc., ou même le traité d'Erbakan. Mais quel tableau! Et si vous donnez nos compatriotes, nos frères, nos compatriotes musulmans, à qui nous devrions un devoir d'intégration, si on était vraiment antiraciste, on transmettrait à ces gens Voltaire, comme on le transmet à nos compatriotes, je dirais de souche. Pourquoi les musulmans auraient droit à des barbus obscurantistes qu'ils ont fui, mais qui viennent les rattraper ici? Et pourquoi ils n'auraient pas droit à Voltaire eux aussi? Ça, à mon avis, c'est le racisme de l'Occident. Ils en ont aussi beaucoup marre de ces dictatures. Beaucoup de musulmans en ont marre. Oui. Beaucoup de musulmans en ont marre. Ils sont pris en otage par des gens qui sont venus les rattraper, parce que mettez-vous à la place des frères musulmans et du Méliguluche. Ces organisations islamistes ont théorisé l'idée que c'est une souffrance insupportable que des musulmans s'installent en masse en Europe et s'intègrent aux valeurs des mécréants. On va aller les rattraper et on va aller les désassimiler. Donc de même que de même que le monde se désoccidentalise, nos musulmans qui étaient intégrés sont en voie de désassimilation à cause de la propagande de ces islamistes à qui on les a confiés. Et là, on peut faire du dollar, on peut dire j'accuse. On peut dire j'accuse nos élites d'avoir permis ça, parce qu'on aurait très bien pu gérer un islam de France, comme les Autrichiens ont fait un islam d'Autriche. Dire Alexandre Delval sur nos élites et sur 40 ans de démission, c'est encore autre chose. On va peut-être se retrouver après une dernière petite pause. Après cette petite pause, on écoutera Pierre qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. Très bien. 13h48 sur Sud Radio, on est toujours avec Alexandre Delval qui est notre invité du jour et on accueille Pierre au 0826 300 300. Salut Pierre. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour André, bonjour Monsieur Delval. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? Très bien, on vous écoute Pierre. Je vous ai trouvé très en forme à la conférence au Québec avec Didier Raoult, Monsieur Berthoff. Merci. Bravo, un grand bravo. Merci. Alors, Monsieur Delval, j'apprécie ce que vous faites. Je voulais juste rentrer dans le débat sur un point que vous avez évoqué qui me semble pas aller au fond des choses et pas croiser avec l'économie. C'est la possibilité que les OTANiens et que les États-Unis mettent le paquet et viennent gagner cette guerre en Ukraine. Je pense que quand on dit ça, il faut croiser avec la situation économique et pas que militaire, avec un pouvoir américain très mou au bord de la faillite et un pouvoir européen qui n'en est pas un et qui, ne parlons même pas de la capacité économique de poursuivre une guerre. Je pense que cette guerre est déjà perdue et que ça va vraiment modifier la géopolitique mondiale. Et ce qui se passe en Moyen-Orient est simplement la conséquence de tous ces pouvoirs mous qui sont au grand jour et pour lesquels les peuples ont plus tout confiance. Oui. Vous avez la chance d'avoir une certitude. Nous, en géopolitique, alors vous me direz, c'est peut-être de la précaution, on essaie d'avoir au moins 1 ou 2 ou 3 scénarios. Non, mais le vote est possible. Sur la situation économique américaine est intéressant. Oui, mais en même temps, vous savez, quand on nous parle de paupérisation, de dette, les Américains ont une dette qui est payée par le dollar, et le dollar, qu'on nous dit qu'on se désdollarise, on est à 87% dans le monde d'utilisation du dollar. Donc ils peuvent encore faire de la planche à billets et voter des rallonges. Oui, mais Alexandre, je voudrais juste, je voudrais juste compléter la question. Oui. Pierre, c'est que, au fond, vous dites, oui, mais pour qu'il leur envoie des armes, pourquoi il n'a pas déjà envoyé des avions? Pourquoi les Américains, ça fait quand même ça, c'est la vraie question. 2022. Pourquoi on est en novembre 2023 qu'est-ce qu'ils attendent pour envoyer ce qu'ils veulent envoyer? Il y a une raison. Ils pensaient ils ont quand même envoyé quelque chose d'incroyable, beaucoup plus que le budget de défense français. Ils pensaient que ce paquet avait suffi. Apparemment, ça suffit pas. Le russe est plus résilient. Donc, c'est pour ça que chaque mois, on en parle dans notre livre. On a une chronique sur cette guerre en Ukraine qu'on a actualisée. Ouais. Chaque mois, chaque semaine, on envoie en Ukraine une arme qu'on avait juré qu'on n'enverrait jamais, parce qu'elle risquait de nous faire rentrer en guerre directe. Si vous voulez, c'est l'engrenage dont ont parlé certaines personnes très 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 avisées. Cet engrenage continue et la question c'est jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce qu'à un moment, pour des raisons de dette tout à fait légitimes dont parle Pierre, mais pour d'autres raisons, de peur qu'on arrive à la ligne rouge, est-ce qu'à un moment on va dire on arrête la récréation? C'est la vraie question, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. La guerre directe. Oui, mais on n'a pas la réponse parce que l'histoire est faite de pays qui étaient endettés et qui sont quand même entrés dans des guerres mondiales.
ils sont passés en économie de guerre et ils ont tenu 5-10 ans. Donc je ne serai pas aussi optimiste ou pessimiste suivant où on se place. Je pense qu'il y a deux scénarios. Celui-là est possible, avec bien sûr l'échéance électorale, mais celui-là aussi peut être n'oublions pas, il peut être contrecarré par des multinationales qui, ne l'oublions pas, sont le vrai pouvoir. Biden est un homme complètement réduit, et c'est pas avec mépris que je le dis, il va être encore plus réduit dans un an, et c'est pas grave parce que c'est pas lui le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, ça peut être la vice-présidente, ça peut être d'ailleurs qui est marié avec le lobbyiste quand même de Lockheed Martin, hein, une boîte d'armement. Donc il y a un vrai pouvoir derrière. C'est pas très grave qu'ils savent à peine marcher, et même s'il a plus trop de mémoire, et qu'il sera maintenu. Mais il sera maintenu comme Franco, hein, il peut même être maintenu en respirateur. J'abuse exprès, bien entendu, je fais de l'ironie, mais je pense qu'il y a quand même, faut pas sous-estimer le deep state, ce système, et l'Amérique, elle perd les cœurs dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, elle met le paquet en Eurasie. C'est le retour à Mackinder, à Spikeman, le Heartland avec le Rimland, encercler l'Eurasie. C'est la victoire de Brzezinski avec son nouveau disciple, George Friedman, qui explique dans une vidéo quand il présente son livre, c'est quand même l'homme qui conseille la CIA à Stratford, hein, il explique qu'on revient au old game. On se concentre sur l'Eurasie. C'est le retour de l'hyper-importance de l'Eurasie et l'empêcheur de tourner en rond pour créer un Occident global. Parce que moi, je crois plus à l'Occident global que le Sud global. Le Sud n'est pas du tout globalisé. Il est identitaire, donc il est parcellisé. Par contre, il y a un Occident global, puisque l'Occident porte cette idée d'unilatéralisme et de mondialisme. Il est battu en brèche en ce moment. Il est battu en brèche, mais justement, comme il est battu en brèche dans beaucoup d'endroits, il se dit, là où on est déjà à moitié américain, parce qu'on bouffe, on écoute, on est en brevet d'américanisme, depuis le jeune âge, on est américanisé. Moi, je vois mes étudiants, ils sont beaucoup plus américanisés que n'importe quelle autre nation. Et d'ailleurs, ils ont plus le drapeau américain que le drapeau français dans leur chambre ou sur leur cartable. Donc, les Américains savent que le seul endroit où ils peuvent faire ce laboratoire pour monter une sorte de globalisation qui deviendrait non pas marchande, mais politique, c'est l'Europe. Pourquoi ? Et Brzezinski le dit très bien dans son livre. Brzezinski dit: l'Europe, ce serait très dangereux si elle s'alliait avec la Russie, qu'elle devenait anti-hégémonique. Mais il n'y a presque aucune chance. Aucun risque. Pourquoi ? Elle est tellement américanisée culturellement. Depuis les lois... On ne la voit pas passer chez Poutine. Mais rappelez-vous, depuis 1945, nos dirigeants, après 1945, ont voté des lois pour permettre à l'industrie hollywoodienne et américaine audiovisuelle d'inonder le marché européen. Croyez-vous que c'est innocent quand on est américanisé par la musique, les séries, les films, nos stars, nos références sont toutes américaines, pratiquement. Moi, je me bats, parce que j'aime beaucoup la musique, notamment flamenco et la musique traditionnelle italienne, je me bats pour les musiques locales, identitaires, mais elles sont devenues... mais c'est les Gaulois. Le défenseur de Celentano et de Toto Celentano, mais aussi du flamenco. J'étais en Andalousie récemment, dans un village. Personne, dans un mariage andalou, personne savait chanter le flamenco, ni même Fedro la... Mais par contre, ils étaient tous américanisés. Et c'est pour ça que l'Amérique pense que c'est ici qu'il faut se replier, car ce globalisme, ils vont plus le faire chez des gens qui sont abreuvés d'américanisation que chez des peuples identitaires qui reprennent la charia, ou qui reprennent l'orthodoxie, ou qui reprennent l'hindouisme, comme Monsieur Modi. Encore une fois, vous dites vous-même pour justement l'Amérique, rien n'est sûr. Et moi, je crois qu'il y a actuellement en Europe de l'Est une réaction identitaire très forte, y compris contre l'Amérique de ce point de vue-là. Alors, y compris contre l'Amérique chez les Russes, mais pour certains, et les Hongrois, mais les Polonais quand même, ça reste le remplaçant de l'Angleterre comme cheval de Troie américain en Europe. Mais là vous avez raison, c'est vrai que l'Europe de l'Est, moi j'y allais souvent pour mes fonctions jadis, ils sont tous hyper identitaires, hyper nationalistes, et c'est pour ça que dans ce livre, notre conclusion est assez pessimiste. Plus l'Europe s'élargira vers l'Est et l'OTAN, l'Union européenne et l'OTAN, plus ils iront vers l'Est, comme ils voulaient aller vers la Turquie, plus ils auront des frontières directes avec des pays en guerre ou hostiles, ou totalement hostiles à eux. Alors moi je pose une question. L'Europe c'est la paix qui veut s'étendre à des pays en guerre qui nous apporteront des frontières avec ceux qui nous détestent et qui nous combattent. Là, j'arrive pas à comprendre la logique de l'Europe faiseur de paix. Gros problème. On a peut-être le temps pour une question ou pas ? On a Stéphane qui nous appelle de Marseille. Bonjour Stéphane, on vous écoute Stéphane. Une minute s'il vous plaît. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Monsieur Delval. Bonjour. Alors, je lis effectivement depuis longtemps avec le 2004-2005 la Turquie dans l'Europe.
C'était un très beau livre. Merci. Pour ma question, j'ai regardé le rapport parlementaire sur les renseignements qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je me rends compte qu'en fait on parle des fréristes, etc. Ce que je me rends compte, c'est qu'on ne peut pas nommer dans ce genre de rapport une religion, par exemple, parce qu'on tomberait sous le coup de la loi où on délignerait clairement certaines choses. Oui. Donc je me demandais comment les choses pouvaient changer quand même les rapporteurs de ce genre de rapport n'osent pas, j'ai l'impression qu'ils n'osent pas aller trop loin dans leurs conclusions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'osent Alexandre, pas. très rapidement. Oui, ils n'osent pas trop parce que la République, elle est laïque, elle ne doit pas s'immiscer dans les cultes. Et c'est vrai que quand on dénonce des mouvements islamistes, on peut pas dire l'islam. Et ça, c'est assez légitime. Par contre, on pourrait quand même désigner les frères musulmans, l'islamisme radical, l'islamisme politique, les califalistes. On pourrait désigner le Miliguluş turc qui est en train de faire une sorte d'OPA sur l'islam européen en collaboration avec les frères musulmans. On peut nommer les organisations. Moi, j'ai nommé dans mon livre les 5 pôles de la réislamisation qui cherchent à désassimiler nos concitoyens. Votre livre met les mots MOTS sur les mots MAUX. C'est pour ça qu'il faut le lire et prenez le temps de le faire. Merci Alexandre Delval d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse. C'est publié chez L'Artilleur avec Jacques Sopelsa. Tout de suite, c'est Brigitte.